J'espère que tous les fachos chialent bien en regardant la saison 4 de The Boys. Prenez ça dans les dents. Et d'abord, je vous ferai dire que la série a toujours été politique. Va falloir accepter le fait qu'être méchant c'est pas bien et être gentil c'est bien. Si vous avez un problème avec ça, c'est vous le problème. Voilà le genre de discours qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et on va gentiment débunker tout ça. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve à nouveau sur la saison 4 de The Boys, une série américaine de super-héros développée par Eric Kripke et basée sur le comic book du même nom. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à voir ma première vidéo consacrée au même sujet, en tout cas sur les 2 premiers épisodes. Mais aujourd'hui, nous allons cette fois-ci parler en profondeur de la saison 4, un petit peu ce que j'ai fait avec The Acolyte, qui est quand même une vidéo assez longue. Ici, nous avons une saison de 8 épisodes diffusée du 13 juin au 18 juillet 2024, qu'on a attendu depuis près de 2 ans pour finalement obtenir un résultat qui divise pas mal de gens. Et je pense qu'une bonne partie de mes confrères se sont mis d'accord pour dire que la série s'essouffle avec cette saison 4 et qu'il est grand temps que ça se termine. Et ça tombe bien, la saison 5 sera la dernière. Au passage, je n'ai pas prévu de regarder la saison 2 de Gen V, voilà, je rends mon tablier. Donc le mieux c'est d'analyser en profondeur ce que vaut la saison 4. Mais avant, tout comme je l'ai fait dans ma vidéo sur The Acolyte, j'aimerais vous rappeler que j'ai été interviewé par la chaîne Revue, une interview privée qu'il a accepté de diffuser sur mon Patreon aux côtés de mes podcasts, donc voilà, c'est top. Comme ça, pour les gens qui ont souscrit à mon Patreon, non seulement vous pourrez écouter mes podcasts, mais en plus vous aurez accès à cette vidéo. Et croyez-moi, vous allez kiffer car nous parlons de pop culture sans la moindre langue de bois. Bref, entrons maintenant dans le vif. Dans cette saison, le protecteur comprend qu'il a plus intérêt à manipuler les masses pour son emprise sur Vought, et Sister Sage va beaucoup l'aider en utilisant sa super intelligence. Mais pendant ce temps, malheureusement, les boys sont mis à mal à cause de leurs différentes fractures au sein de leur groupe, et pour mettre fin à la menace du protecteur, l'équipe va devoir régler ces différends pour se réunir une bonne fois pour toutes. The Boys était une série qui renversait les codes du super-héros en faisant une satire du capitalisme, un capitalisme qui abuse du politiquement correct pour soigner son image, de façon à cacher ce que représentent vraiment les personnalités publiques derrière les écrans. Des détraqués sexuels, des criminels et j'en passe. Il y avait un message politique sous-jacent assez clair, mais qui avait cette pudeur de taper un peu des deux côtés, tout en gardant son fil rouge au premier plan, et dont l'objectif principal était de rester fun et divertissant. Dans la saison 4, on a pu observer un changement de ton radical. Le message politique sous-jacent devient ici criard et superficiel, et met un petit peu de côté tout ce qui avait été mis en place dans les saisons précédentes pour rester bloqué au statu quo. Et nous allons développer en profondeur. Ironiquement, l'épisode 5 se moque à nouveau de Chewbacca et de l'abus du quota à Hollywood. A-Train! For the first time in Vought's history, we have 2 black heroes in the 7 and 1 unspecified. Get this. When a white fan streams my movie, you'll see me holding a brand tailor-made to their tastes. But when, say, black fans stream it, they'll see a delicious Vought Imperial Peach Cognac. It's pretty cool. Mais je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Pour moi, c'est presque trop. Il n'y a plus ce fameux sous-texte comme avant, et ça forme un énorme contraste avec l'introduction de la saison 4 qui ne faisait que taper sur les nazis. Et pas que sur les nazis, en gros, on a regroupé les conservateurs dans le même panier. Voilà, les trumpistes, nazis, complotistes, et j'en passe, au cas où t'as pas compris. De plus, cette fameuse parodie woke qu'on voit dans l'épisode 5 est totalement incohérente quand on sait que le protecteur se donne par magie des airs d'anti-woke depuis la fin de la saison 3. Et on sait tous très bien pourquoi ça a été posé là ici. C'est bien évidemment pour surfer sur la hype des élections présidentielles et rappeler à son public de ne pas voter pour le méchant Trump. Donc le message est passé. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi Vought en parallèle va faire la promo du quota excessif que Disney Plus pratique et que The Boys lui aussi abuse dans tous les cas, on pensera notamment à Gen V, pour à côté taper dessus exactement dans le même camp. C'est-à-dire le camp de Vought, le protecteur. She sees up close what a doddering slave to the woke mob singer really is. How great the threat really is. Ce genre de paradoxe est symptomatique du fait que cette saison a été écrite sur le tas, et étant donné qu'elle n'est qu'une commande d'Amazon qui voulait surfer sur l'actualité. On se retrouve donc avec une saison de remplissage où les personnages font du surplace, avec beaucoup de scènes de mauvais goût possibles,
qui ne font que refléter l'esprit malsain des créateurs. C'est une saison très partisane et consensuelle politiquement, avec pas mal d'incohérences. Malgré un 5e épisode qui retombe sur ses pattes, l'épisode 6 repart dans les travers des messages politiques criards, avec, et l'attention, sujet qui fâche, mais je suis obligé d'en parler parce que la série ne fait que le répéter verbalement, le sujet autour de la propagande pro-avortement, en faisant bien sûr passer les opposants pour des mongols. Et là, je vais vous donner un petit peu mon avis. Pour moi, je trouve cette propagande dangereuse. Non pas parce que je suis contre, bien le contraire. Pour ma part, j'ai grandi avec le droit à l'avortement, ça a toujours été normalisé, et les arguments ont toujours été extrêmement bons. De plus, c'était pour moi un combat qui appartenait aux femmes, et jamais je ne voulais m'en mêler. Mais en voyant cette hystérie monter partout pour défendre ce droit à tout prix, et de façon si peu subtile, la série ne fait que mettre en valeur les opposants dont beaucoup ne soupçonnaient même pas l'existence. Ce qui risque de remettre certains en question et peut leur donner envie d'écouter ce que les opposants ont à dire pour comprendre pourquoi les défenseurs se mettent dans une telle position. Et vu que la série ne tape que d'un côté, ils se contenteront de faire passer les opposants pour des débiles mentaux. A nationwide ban on abortion is just good policy. C'est ce qu'on appelle une critique facile et paresseuse de la société. Une série soi-disant engagée, parfaitement lisse et politiquement correcte. Mais surtout, je remarque qu'il y a une volonté depuis quelque temps de montrer les médias comme des propagandistes qui crachent sur les progressistes et les antifas, pour résumer grossièrement. Antifa. What's that? Well, Ryan, it's a word for people who hate superheroes and America even more than they hate Christmas. Well, what do they look like? That's the problem. They can look like anyone. Et si je puis me permettre, il n'y a que dans la tête de ces gens que les médias, dans leur généralité, crient à la panique au wokisme. Dans la réalité, et je pense que vous le savez mieux que moi, il existe au contraire l'exact opposé. La télé, le cinéma, les séries et les marques font la promo de cette idéologie. Pour la faire bref, la série est en train de chialer parce qu'une opposition existe. Merde! Oh merde! Oh, c'est con ça! Des gens ne pensent pas comme nous! C'est pas bien ça. C'est pas bien de pas penser comme nous, hein? Tout en essayant hypocritement de se moquer de ce même quota SJW. Comme s'ils n'assumaient pas ce qu'ils étaient, comme s'ils voulaient un petit peu copier South Park. Avant, la série avait la particularité de taper sur tout le monde. Et maintenant, nous voyons la série taper beaucoup plus fort d'un côté. Le côté le plus facile, le plus confortable, le moins risqué socialement. Par exemple, ça va allègrement déféquer sur la communauté chrétienne en la faisant passer pour une secte. Mais par contre, à côté, ça va cajoler la communauté Black Lives Matter. Black Lives Matter! Fuck you! Walk away. Walk away. There you go. Ready to talk? Eat shit! 100 million to Black Lives Matter. No, not those people! Fuck you! Fuck you! No, no, wait! Oh! Pourquoi soutenir ce mouvement et ne pas faire comme d'habitude? C'est-à-dire séparer le mouvement politique au combat véritable. L'hypocrisie de cette saison, c'est qu'ils font exactement la même chose avec la communauté chrétienne. Ils séparent la secte de la foi et c'est plutôt intelligent. Alors pourquoi ça ne marche que dans un sens? On aurait très bien pu séparer le mouvement Black Lives Matter du véritable combat de la défense des Noirs. Mais ici, la série choisit délibérément de défendre le mouvement en lui-même. Et je vais vous donner un autre exemple très révélateur. Nous avons dans la série deux personnages principaux, A-Train et l'Homme-Poisson. Je pense que vous l'avez remarqué, ici, seul A-Train a le droit à sa rédemption, à sa véritable évolution. Contrairement à l'Homme-Poisson qui lui sera traîné dans la boue et ridiculisé jusqu'à la fin, alors que, et là je vais mettre les pieds en plat, le crime de A-Train était bien pire. Je rappelle que A-Train a tué la petite amie de Yui, tandis que l'Homme-Poisson a agressé une innocente sexuellement. Ce qui est extrêmement grave. Je ne remets pas ça en question, c'est très grave. Mais A-Train de son côté a pris une vie par irresponsabilité. Et la victime ne pourra jamais se remettre de ça puisqu'elle est morte. Pourtant, encore une fois, ce personnage a le droit à sa rédemption, dont Yui le pardonne plus tard pour un service rendu. Il a le droit de devenir le super-héros dont il rêvait. L'Homme-Poisson, lui, n'a pas le droit à ça alors qu'il aurait pu se remettre en question, ça aurait pu être un développement intéressant. Donc pourquoi la série a pris ces décisions ? Je pense que vous l'avez compris, parce que BLM prime idéologiquement sur le reste. Pendant toute la série, on nous a saoulés, mais alors saoulés avec l'Homme-Poisson. Pour rien. Pour rien. Il n'évolue absolument jamais, il ne sert qu'à servir d'exemple, qu'à valoriser la religion de la cancel culture, et rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Ce personnage est nul. Forcément, voyant le changement de ton de la série qui décide soudainement de taper sur la moitié de son public, le créateur va ouvertement nous envoyer se faire foutre si on n'aime pas et qu'il assume complètement ses positions. Il ajoute également que ce n'est pas son problème si des gens pensent que le protecteur est le héros de l'histoire. Alors, soyons clairs, le fait que le créateur sorte de son chapeau cet argument
et révélateur qui cherche surtout à se dédouaner des critiques. Parce que personne ne pense ça, mec. À la limite, on peut s'identifier dans le protecteur en tant que méchant charismatique, ça je l'entends. Il y a des gens qui aiment bien se reconnaître dans un méchant. Mais narrativement parlant, ça semblait assez clair qu'il était du côté du mal. Cet argument n'est basé que sur une minorité de débiles, de décérébrés qui pensent ça, au même titre que Star Wars qui crie au racisme et à l'homophobie pour justifier les mauvaises critiques de leurs produits. Mais bon, après, je vous cache pas qu'heureusement, la série reste quand même bien au-dessus de ce qu'on nous propose à côté, notamment The Acolyte. Je trouve que chaque épisode se sirote comme un petit film sans trop de problème, et on peut remercier la performance de Tony Stark dans son rôle de protecteur, qui nous propose de véritables bangers. Mais lors du 4e épisode, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ces scènes de sadisme servaient surtout de prétexte au remplissage. Les créateurs ont bien compris qu'il suffit de laisser Anthony Starr en roue libre pour avoir un épisode agréable à regarder. On comprend que ce qui empêche le protecteur de basculer à 100% dans la destruction, c'est sa petite perte d'humanité en lui, qui se manifeste par des conversations avec lui-même. Mais malheureusement, comme je vous le disais, on fait du surplace. Tout comme sa relation avec son fils, qui tourne en rond, ça devient lourd. D'un côté, il retourne dans les bras de Butcher, et a raison, parce que waouh, c'est protecteur fait flipper, et d'un autre, en fait non. Oh, ça l'est pas en fait, hein. C'est un petit peu déroutant. Tout comme la relation gay avec Frenchie, qui finalement, avec du recul, je trouve que ça apportait quelque chose d'intéressant, bien que complètement inutile au fil rouge. À l'inverse peut-être de l'arc du père de Yui, qui pouvait conclure ce qui avait déjà été construit par le passé avec ses parents. Mais le problème, c'est que la série prend vraiment son public pour les enfants, ne serait-ce que pour le message sous-jacent qui ici devient criard, mais également pour sa forme où on a besoin de montrer des flashbacks visant à prouver que Butcher était bel et bien schizophrène depuis le début. Bref, des tas de choses à dire qu'on va approfondir dans l'épisode final de la saison 4. Comme je m'y attendais, la fin remonte très clairement le niveau. Parce que oui, ça bouge enfin, certains sujets ouverts se referment tranquillement et nous laissent sur un cliffhanger qui met tout proprement en place pour la saison 5. Donc sans être le meilleur épisode de la série, on peut dire qu'on a au moins l'équivalent d'un contenu qualitatif. Mais ça aurait été quand même pas mal d'avoir au moins ça sur l'ensemble de la saison. Du moins, dans la première saison, on avait ce schéma pratiquement du début à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient bien obligés d'avancer à la fin pour nous appeler à regarder la saison 5, qui, je le rappelle, sera la finale. Mais pour l'heure, la saison 4 n'a fait que du remplissage, avec des personnages qui font des allers-retours dans leur récit. Et logiquement, il faut attendre la toute fin pour voir tout ça se débloquer. Je vais être un peu sévère, mais je pense que tout ce qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 8 est dispensable, à part évidemment 2 ou 3 séquences. Au passage, Erin Moriarty dans cet épisode est un petit peu en surjeu. En plus, j'ai trouvé ça vraiment gonflé, le fait qu'elle pique une crise lorsqu'elle apprend que Louis s'est fait berner, alors que ce n'est bien sûr pas de sa faute. À l'inverse de Karl Urban, qui nous offre l'une de ses meilleures performances, en tout cas je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis également d'accord avec le créateur, qui a déclaré qu'Anthony Starr donne son maximum dans cette saison. Je savais aussi que le français allait se remettre avec Kimiko. Donc tout ce qu'on a vu avec sa relation gay, et je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais c'était là évidemment pour le quota. Car son histoire autour de son passé a déjà été abordée dans la série, et on revient encore une fois au point de départ avec ce personnage, comme beaucoup d'autres, comme s'il ne s'était rien passé. En bref, cette saison est complètement inutile. Pareil, je m'attendais aussi à ce que le petit soldat fasse son comeback, ou lorsqu'on le voit pendant le générique de fin, car il avait un trop gros potentiel à exploiter, et pour le coup, eh bien, ça fait zizir. The Boys avait cette qualité de casser les codes du super-héros, en profitant du fait de se moquer du capitalisme et de la starification des personnalités publiques pour justifier sa violence graphique, tandis qu'aujourd'hui, The Boys rentre dans le moule consensuel de la société, et n'a plus que la violence graphique à proposer. Le plus ironique, c'est que je ne pense pas que ce soit de la faute des créateurs, mais plutôt d'Amazon qui voulait tendre sa série sur une saison supplémentaire et surfer sur l'actualité politique pour marquer quelques points chez ses investisseurs. Quand on impose un tel cahier des charges, évidemment que les créateurs qui eux n'ont absolument rien à se reprocher vont respecter à la lettre ce qu'on leur demande et à leur façon. C'est-à-dire de façon très politiquement correcte, car ça reste un boulot qu'ils ne souhaitent pas voir disparaître. Mais dans l'ensemble, si on compare cette saison aux autres séries de 2024, on reste malgré tout très au-dessus du lot. Et je ne pense pas déconseiller la série sans la recommander pour autant. En tout cas, c'était globalement mon avis de ce que j'ai vu de cette saison 4. Donc si vous, de votre côté, vous l'avez aussi regardé, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Comme toujours, j'y porterai attention. Pour les autres, n'oubliez pas les liens Linktree et Patreon dans la description et en commentaire épinglé pour me suivre sur les réseaux ou encore écouter mes podcasts. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.